Bienvenue pour cette nouvelle séance virtuelle à distance, je ne sais plus trop comment dire, concernant la séquence 3 de géographie pour les élèves des classes de 3e du collège Charlotte Delbault de Tronget et consacrée aux espaces productifs en France. Si vous avez suivi les épisodes dans l'ordre, ce qui est quand même une bonne chose, je vous le conseille du moins, vous avez la dernière fois découvert avec moi les espaces industriels français avec une mise en perspective débouchant sur une carte. La deuxième carte après celle des espaces agricoles français. Aujourd'hui, nous allons découvrir les espaces du tourisme en France et les enjeux qui sont associés à ces espaces touristiques. Alors, contrairement aux démarches précédentes, on n'aura pas affaire aujourd'hui à une étude de cas. On va un peu changer après la filière de la pomme de terre pour l'agriculture et l'usine de l'A380 de Toulouse, Blagnac. J'aurais pu vous proposer une autre étude de cas, un peu comme celle qu'on a vue, rappelez-vous, quand vous étiez en 4e en géographie avec Cancun au Mexique. Mais cette fois-ci, j'ai préféré, il faut changer un peu quand même, j'ai préféré vous proposer un dossier thématique sur donc, les espaces touristiques du tourisme, et vous verrez, c'est bien aussi. Donc on aborde le grand F, c'est-à-dire qu'on s'approche petit à petit de la fin de la séquence, malgré tout. Donc grand F, les espaces du tourisme en France et leurs enjeux. Et notre problématique sera la suivante. Quels sont les différents types du tourisme en France, mais aussi les territoires associés, et quels sont les enjeux dont ils sont porteurs. Nous sommes en géographie, donc sans surprise, nous devons travailler prioritairement sur des cartes afin de structurer l'espace. Donc je vous propose un premier document qui cartographie les espaces touristiques en France métropolitaine. Bon, je ne vais pas exploiter totalement la carte aujourd'hui au cours de cette séance, puisque nous aurons l'occasion de revenir dessus lors de l'ultime séance, c'est-à-dire la prochaine fois, lorsque nous bâtirons nous-mêmes notre carte des espaces touristiques français, et vous vous rendrez rapidement compte que cette carte-là ressemblera d'ailleurs comme une sœur à celle que vous avez actuellement à l'écran. Bon, simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les espaces touristiques sont loin de concerner, d'impliquer, d'intégrer la totalité du territoire métropolitain français. Vous verrez quand vous aurez à cartographier, à colorier la carte, vous verrez que de nombreux espaces, en fait une majorité du territoire métropolitain restera en blanc. Donc on distingue d'ores et déjà des espaces touristiques différents les uns des autres, en particulier le tourisme littoral, les liserés bleu clair ou bleu foncé, mais aussi le tourisme lié à la montagne, en vert tendre ou en vert foncé. Donc vous aurez compris que je suis en train de m'inspirer de la deuxième partie de la légende de la carte, mais également le tourisme culturel, qu'il soit massif ou qu'il soit un peu moins concentré, c'est-à-dire diffus, les taches oranges ou les points rouges. Et là, vous aurez remarqué qu'une bonne partie de ce tourisme culturel, en particulier lorsqu'il est massif, est un tourisme associé à la ville, à commencer bien sûr par Paris, mais que dans certaines régions comme la vallée de la Loire, le Périgord ou le Quercy, on a affaire à un tourisme qui n'est pas particulièrement dédié à la ville ou moins dépendant de la ville.
Et puis, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question, si ce n'est effectivement qu'on aura aussi des espaces touristiques un peu hors sol, c'est-à-dire, comment dirais-je, très très ponctuels sur des petits périmètres. Je pense en particulier au grand parc à thème, le Futuroscope dont on a parlé déjà, mais aussi Euro Disney, Marne-la-Vallée, ce genre de choses. Bon. Donc, retenez cette idée qu'on a affaire à différents types de tourisme. On en a identifié 3. La montagne, le littoral, les villes. Le deuxième document de notre dossier documentaire est assez simple d'utilisation et il va nous permettre de comprendre les déséquilibres entre les espaces touristiques en termes d'affluence, en termes de clientèle. Le premier document, je suis allé le chercher sur Wikipédia. Alors, il date de 2016, on n'a pas de résultats plus précis, enfin plus récents plutôt, mais ça n'est pas très grave, hein, c'est quand même tout à fait d'actualité. Le classement évolue pas d'une année sur l'autre de manière aussi spectaculaire. Vous avez le top 30, donc vous avez la première moitié du top 30 sur cette diapo. La deuxième moitié sur la diapo suivante, le top 30 des sites touristiques les plus visités en France en 2016. Et si vous prenez le temps de regarder donc les 15 premiers sites visités de France, n'hésitez pas à me mettre en pause pour prendre le temps de les découvrir. Eh bien, vous constaterez l'omniprésence des sites parisiens, hein, parce que sur cette première diapo, donc le musée du Louvre, la Tour Eiffel, le centre Pompidou, le musée d'Orsay, ça en fait déjà 4. La Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, ça fait 5. 5 dans le top 10. Ajoutons le Muséum d'Histoire Naturelle, ça fait 6 pour Paris. Si l'on rajoute les sites touristiques de l'Île-de-France, bon, autrement dit de la région parisienne, donc il faudrait rajouter Disneyland, il faudrait rajouter Versailles, le château de Versailles, il faudrait rajouter le parc Astérix, il faudrait rajouter bon, les grandes eaux musicales et nocturnes de Versailles, en réalité c'est le château de Versailles. Vous voyez que dans le top 30 et plus exactement dans le top 15 de cette diapo, vous avez une très forte domination des sites parisiens et d'Île-de-France. La domination parisienne, la domination de l'Île-de-France sur les sites, sur le classement des principaux sites touristiques visités en France en 2016, se vérifie dans la deuxième moitié du classement, puisqu'on retrouve à nouveau de très nombreux sites typiquement parisiens, à commencer par l'Arc de Triomphe. Donc, si vous comptez avec moi, le musée du Quai Branly, le musée de la musique, les galeries nationales du Grand Palais, ça fait donc 4-5 sites parisiens qu'il faut rajouter aux 6 existants. La Sainte-Chapelle et le Petit Palais, ça fait 7 sites plus les 6 précédents. Sur les 30 principaux sites touristiques visités, 13 sont parisiens. Et puis si on rajoute encore la banlieue parisienne, et bien là par contre sur cette deuxième moitié, il n'y en a pas. Après on est en province, bon, à commencer par la prestigieuse abbaye du Mont-Saint-Michel, qui elle n'est pas considérée comme dans la région parisienne. Bon, néanmoins, la domination de Paris est absolument écrasante, aussi bien pour la clientèle d'origine française que pour la clientèle touristique venue d'Europe et du monde entier, bien entendu. Ce nouveau document, cette nouvelle diapositive va nous permettre de découvrir un des enjeux majeurs
puisque je vous le rappelle, une partie de notre problématique concerne les enjeux des espaces touristiques en France. Eh bien, pour la montagne française, et pas d'ailleurs que pour la montagne française, se pose l'enjeu de l'enneigement, ou plus exactement depuis de nombreuses années à cause du réchauffement climatique, du manque d'enneigement, qui pourrait se révéler mortel pour l'activité des sports d'hiver. Et donc la montagne française elle n'a pas le choix, doit impérativement sortir de la logique du tout-neige. Je vous propose de me mettre en pause le temps pour vous de lire le petit texte qui se trouve sur la droite de la diapositive. Et donc, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, l'obligation pour la montagne française de compter avec un enneigement de plus en plus courant qui décourage les mordus des sports d'hiver, les skieurs en particulier, de venir, puisque si c'est pour rester enfermé dans la chambre à contempler des pistes sans aucune neige, les gens ne viennent plus. Eh bien, les professionnels du tourisme, les municipalités pour lesquelles l'activité touristique est absolument essentielle, vitale, eh bien, sont obligés, ces municipalités, mais aussi ces professionnels réunis en association, sont obligés de proposer des alternatives. Et on voit par exemple que dans une station de sport d'hiver, eh bien, a été construit un équipement, un complexe balnéoludique qui rappelle finalement la plage, qui rappelle les activités ludiques estivales, c'est-à-dire de l'été, qui rappelle les activités de type station balnéaire, c'est-à-dire les plages au bord de la mer, et pourtant on est au cœur de la montagne. Alors l'avantage, c'est que, encore une fois, s'il n'y a pas de neige, eh bien, les gens peuvent venir faire ce qui ressemble un peu à de la thalassothérapie, thalassa en grec signifiant mer. Donc vous voyez, c'est comme si on apportait la mer à la montagne. Donc profiter du sauna, du hammam, voilà, dans des espaces de convivialité. Bon. En plus, l'avantage, c'est que même s'il y a de la neige pour les skieurs, pour les familles qui accompagnent, pour madame par exemple, qui n'aime pas skier, ou pour monsieur qui n'aime pas skier et qui donc s'ennuie à longueur de journée à voir madame dévaler les pentes, eh bien ça peut être une alternative intéressante. Je vous invite donc à me mettre à nouveau en pause pour découvrir la suite du texte. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, le fait que la montagne française soit obligée de diversifier son offre pour sortir du tout-neige, eh bien, ça tombe remarquablement bien, puisque l'offre nouvelle tombe en adéquation avec les goûts et avec les attentes de la clientèle. C'est-à-dire que la clientèle qui vient à la montagne aujourd'hui ne vient pas uniquement pour faire du ski ou de la luge, puisque dorénavant la montagne est un espace touristique ouvert pratiquement maintenant sur les 4 saisons, puisque l'on peut pratiquer des activités, alors parfois totalement individuelles, comme le parapente, mais aussi collectives, voire familiales. Je pense par exemple à l'excursion de randonnée, c'est la photo B. De nouveaux sports aussi apparaissent, comme le VTT de montagne. Enfin bref, il y en a pour à peu près tous les goûts,
pour tous les âges. Et ça tombe bien parce que c'est en diversifiant l'offre et en élargissant le spectre de la clientèle que la montagne française peut espérer conserver son dynamisme dans une compétition entre espaces touristiques qui est de plus en plus ouverte, puisque quand le touriste est à la montagne, c'est qu'il n'est pas à la mer et réciproquement. Donc la montagne française a une carte à jouer. L'un des enjeux, pour finir, de la montagne française et qu'elle doit impérativement relever, c'est le rajeunissement de sa clientèle. Parce que ça a été vérifié par des statistiques, la clientèle traditionnelle, c'est-à-dire celle qui vient plutôt l'hiver et plutôt pour faire des sports d'hiver, à commencer par le ski, eh bien cette clientèle est de plus en plus âgée. Et les jeunes, notamment les enfants, même s'ils ont appris à skier avec papa et maman quand ils étaient enfants, ont tendance à se détourner du ski. C'est, disons, moins à la mode. Et donc, la luge d'été, par exemple, alors certes, ça demande un équipement, ça demande, comme toute activité à la montagne, ça a un coût, mais si ça permet de drainer vers la montagne une population jeune et enthousiaste, ça permettra, encore une fois, à la montagne française de continuer à vivre, et à vivre bien de son tourisme, de son activité touristique. Autre espace touristique, autres enjeux, la ville. Et oui, la ville est devenue, ça n'a pas toujours été évident, la ville est devenue un espace touristique au fur et à mesure du temps. Et il est vrai que la ville ne pouvait pas se permettre de manquer son rendez-vous avec le tourisme, ça aurait été dommage parce que la ville possède incontestablement de multiples atouts. Je vous invite à me mettre en pause le temps de lire le texte à gauche de la diapo et j'ai pris la peine de vous surligner les éléments de texte les plus importants. Donc le texte vous confirme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les villes ont développé l'activité touristique, parce que les villes ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner pour les commerçants en particulier, pour améliorer l'image des marques des villes, parce que la ville pendant longtemps ça a été un espace repoussoir, c'est-à-dire que les gens qui vivaient en ville attendaient impatiemment les grandes vacances pour pouvoir fuir la ville et aller s'entasser notamment sur les plages, loin de la ville. La ville n'est plus aujourd'hui un espace repoussoir, bien au contraire. Ça n'est pas une punition de passer des vacances en ville, puisque la ville propose de nombreux atouts. Des activités parfois nouvelles, je pense par exemple, bon c'est plus tout à fait très récent, mais ça fait un quart de siècle à peu près que la ville de Paris propose sur les quais de Seine ce qu'on appelle Paris-Plage. Pendant un mois, on fabrique une plage artificielle avec des tonnes de mètres cubes de sable, des palmiers en pot. Alors évidemment, ça vaut peut-être pas la Côte d'Azur, mais quand on n'a pas les moyens, le temps, ou qu'on n'a pas envie de quitter Paris, eh ben, c'est une alternative intéressante qui draine de l'activité et des flux touristiques. Donc parmi les activités développées, eh bien, 4 lignes forces sont apparues. Donc un grand équipement, une spécialité culturelle forte, le lancement de rendez-vous annuels, et la réactivation de ressources patrimoniales, c'est-à-dire on remet au goût du jour le passé d'une ville pour attirer des touristes. Alors les exemples, on peut les multiplier, et si on prend par exemple le cas de Moulins-sur-Allier, puisqu'après tout Moulins est une ville, peut-être une petite ville, mais c'est une ville et elle aussi développe son tourisme, eh bien le FestiBD
Ce festival de bande dessinée, on peut l'associer à un rendez-vous annuel. Et en plus, il faut le savoir, hein, les festivals de BD en France ne sont pas aussi nombreux que vous pourriez le croire. Alors certes, le Festi-BD de Moulins n'est pas aussi connu, aussi important que le festival d'Angoulême, qui lui est véritablement la Mecque des Festi-BD de France, mais néanmoins le Festi-BD de Moulins est très connu, attire des artistes, ça c'est un signe important, des artistes de premier plan, et attire des milliers de visiteurs sur 2 jours chaque année. Le CNCS, le Centre national du costume de scène, est un musée national, hein, c'est-à-dire qu'il appartient à la catégorie des musées comme celui du Louvre par exemple. Et le CNCS, alors lui, il ne correspond pas forcément à une ressource patrimoniale. C'est pas qu'il y avait un grand passé dans la couture ou dans le maniement du tissu à Moulins, mais il s'est trouvé que le maire de l'époque, qui est d'ailleurs toujours l'actuel maire de Moulins, était ministre du logement du gouvernement à l'époque, et il en a profité, j'imagine, pour attirer en province ce musée du costume de scène qui autrement aurait probablement trouvé sa place à Paris ou dans la région parisienne. Voilà, n'oublions pas aussi l'importance, parce que le texte ne le dit pas, mais l'importance des monuments historiques. Je pense par exemple au Jacquemart, hein, ce beffroi assez rare en France et en Europe, surtout quand on n'est pas dans le nord de la France. Le Jacquemart, par exemple, attire à lui tout seul du monde, et si vous voulez un exemple de réactivation de ressources patrimoniales à l'échelle de Moulins, eh bien tous les ans se tient maintenant un salon du chocolat. Et oui, il faut le savoir parce que ça se sait relativement peu. Moulins a été une des capitales françaises du chocolat. Et oui, et il en reste encore aujourd'hui des artisans comme les fameux palais d'or là, de la maison Serrardi entre les cours et le lycée Banville. Et donc, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, ça attire des touristes. Des touristes gourmands, bien entendu. Pour finir, un enjeu qui est commun à tous les espaces touristiques français, puisque les espaces touristiques français sont victimes de leur succès et qu'ils se heurtent maintenant aux problèmes générés par ce qu'on appelle le tourisme de masse. Tourisme de masse qui est relativement peu compatible avec le développement durable et qui peut provoquer même, comme le montre l'image de la droite, des réactions de colère des autochtones, des locaux, hein, des habitants des régions touristiques. Et on voit un nouveau mot apparaître dans le dictionnaire, le terme de tourismophobie, associé au tourisme de masse. Je vous invite à me mettre sur pause et à découvrir le petit texte sur la gauche de la diapo, dont j'ai surligné les passages les plus importants. Si vous vous en souvenez, quand vous étiez en 4e, nous avions déjà abordé dans la séquence sur le tourisme mondial et ses espaces, on avait déjà évoqué les dérives, le désastre, notamment écologique, mais pas seulement, provoqué par la massification du tourisme, hein, autrement dit le tourisme de masse. On avait vu les dégâts occasionnés à Cancun, au Mexique. Mais sachez que les problèmes rencontrés à Cancun, on les retrouve à Venise, on les retrouve à New York, on les retrouve partout où s'entassent les touristes. Et bien oui, les touristes, ils veulent tous aller au même endroit et en même temps. Donc la saturation des espaces, la destruction des milieux, notamment par la pollution, hein, puisque les touristes génèrent beaucoup de déchets, mais aussi la bétonisation, la défiguration des paysages par
les hôtels pour touristes par exemple, ce genre de choses, eh bien tout ça, ça remet en cause jusqu'à l'existence même de l'activité touristique. Parce que le jour, et ça on l'a déjà remarqué en Italie notamment, dans les années 1990, le jour où les touristes en ont assez de faire la queue au bar de l'hôtel, en ont assez de faire la queue à l'entrée des supérettes, en ont assez de faire la queue dans les boutiques de souvenirs parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'on ne peut jamais se reposer, parce que quand tout le monde veut prendre sa douche en même temps, eh bien, il y a un mince filet d'eau qui coule de votre pomme de douche et vous ne pouvez pas vous laver. Enfin, vous voyez, ce genre de choses qu'il faut faire attention où on met les pieds sur la plage parce que il y a des canettes de bière, il y a des déchets, des mégots de cigarettes partout, et bien ça finit par lasser la clientèle. Et si en plus le paysage est devenu moche à force d'entasser des immeubles de béton les uns sur les autres, et bien les touristes ils finissent par s'en aller. Et oui, ils finissent par se lasser et s'en aller en se disant qu'il y aura probablement mieux ailleurs. Et effectivement, il y aura mieux ailleurs. C'est ce qui explique par exemple que la station de Rimini en Italie a perdu sur la côte adriatique, a perdu, elle qui a été pendant les années 70 la capitale du tourisme mondial, et bien les Allemands notamment, ils ont fini par quitter Rimini parce qu'ils n'avaient plus envie de venir. Et donc, si l'on veut préserver les espaces touristiques, si on veut donner encore envie aux gens de venir, eh ben, il faut limiter les effets négatifs du tourisme de masse. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Limiter les dégâts du tourisme de masse, c'est d'autant plus indispensable comme enjeu que là encore, il faut devancer les goûts, les aspirations, les envies de la clientèle. C'est un peu comme pour la montagne tout à l'heure, je vous disais, qui s'ouvrait à des activités hors neige parce que les gens, visiblement, c'est plus ce qu'ils attendaient de la montagne. Eh bien, les touristes, la clientèle touristique, ce qu'elle veut, c'est de l'authentique, c'est du naturel, autrement dit, c'est du durable. Vous avez des gens qui, de plus en plus, vont pendant 8 jours vivre dans des cabanes, avec un confort rudimentaire. Bon, alors évidemment, hein, ils savent bien que c'est pas pour la vie, hein, c'est juste pour 8 jours, hein, on déconnecte des smartphones, on va chercher parfois l'eau au puits, on revit parfois la lampe à pétrole, ça arrive. Vous avez des gens par exemple qui sont des fans de western et qui vont passer 8 jours à vivre comme des cow-boys, en espérant pas se faire attaquer par les Indiens quand même. Bon, ben voilà, cette volonté d'un tourisme plus naturel, plus bio, avec par exemple la vie à la ferme, on va manger des produits frais, sains, dans les fermes auberges par exemple, et bien tout ça c'est un enjeu qu'il faut relever parce que si les professionnels du tourisme et si les acteurs institutionnels du tourisme, je pense aux régions, aux départements, collectivités territoriales, ne répondent pas à cette demande des Français, mais pas seulement que des Français, des touristes en recherche d'un tourisme plus vert, plus durable, eh bien si la France passe à côté, c'est peut-être des concurrents qui en profiteront. Voilà le grand moment tant attendu par vous de l'exercice. Donc je vous le laisse découvrir. Alors les photographies que vous avez sur la présente diapo, vous ne les retrouverez pas sur votre planche parce que tout bêtement je n'avais pas la place. Donc je vous propose de faire cet exercice en direct live, hein. Le but c'est mentalement d'associer les 4 couleurs de la légende aux losanges présents sur les 6 photographies. Donc vous l'aurez compris, 4 couleurs de légende, 6 photographies, il y aura forcément des doublons.
Voici le corrigé. Bon, je pense que c'était pas l'exercice le plus difficile de l'année, hein. Le ski est associé au tourisme de sport d'hiver et au paysage de montagne, bien entendu. La plage, ici ça doit être Biarritz, mais peu importe, le littoral, les stations balnéaires de plage sont associées donc au tourisme balnéaire et à la saison de l'été. Ensuite, vous avez le tourisme vert. Là, ça doit être une photographie prise dans le Marais Poitevin, pas très très loin d'ailleurs du Futuroscope. Donc là, on est associé plutôt à l'été et on est associé, couleur vert oblige, plutôt à la campagne, l'espace rural. Et ensuite, eh bien, les trois dernières photographies, que ce soit la place du Champ de Mars à Paris, avec la tour Eiffel en fond, ou que ce soit la grande parade d'Euro Disney, ou que ce soit Lourdes, ou un autre sanctuaire religieux qui est visité, et oui, parce que le tourisme peut aussi être religieux, ben là c'est associé à la couleur rouge. Alors, même exercice, mais cette fois-ci sans les images, et là vous pouvez le faire directement sur votre planche, et je vous invite à ne pas regarder tout de suite le corrigé. Faites l'exercice comme d'habitude, mettez des petits points de couleur, et demandez-vous s'il faut mettre une couleur par ligne, ou s'il n'y a pas véritablement de logique, posez-vous la question. Alors effectivement, l'exercice demandait à ce que les quatre couleurs soient disposées sur chacune des lignes, comme vous pouvez le voir sur le corrigé. Donc le tourisme balnéaire est associé à la saison estivale, c'est-à-dire l'été, aux littoraux essentiellement atlantiques et méditerranéens. On l'identifie à la station balnéaire, hein, c'est-à-dire à la station de plage avec ses hôtels, ses restaurants, ses magasins de souvenirs, etc. Donc on peut associer ce tourisme balnéaire à la Côte d'Azur par exemple, mais pas seulement, hein, aussi au Pays Basque comme Biarritz par exemple. Donc le soleil, la chaleur, la plage sont les atouts majeurs de ce tourisme balnéaire. Qui est également associé au camping, aux discothèques, au parcours de golf, etc., etc., et qui est gravement menacé par les dérives du tourisme de masse dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire la pollution, la surpopulation l'été. Ensuite, le tourisme de sport d'hiver en blanc comme la neige, hein, vous l'aurez compris, bah, c'est plutôt la saison d'hiver, même si encore une fois, la montagne essaie de sortir du tout neige, comme on l'a vu aussi. Donc ça concerne plutôt la montagne haute et moyenne, haute c'est-à-dire aux alentours de 2000 mètres d'altitude, avec des noms de stations de ski qui vous parleront peut-être, comme Avoria, le Z se prononçant pas, ou Isola 2000 par exemple, les Ménuires, l'Alpe d'Huez, etc. Donc, tourisme de sport d'hiver caractérisé par la pente, l'altitude et l'enneigement, ça c'est la définition même de la montagne. Marqué par des remontées mécaniques, hein, parce que les skieurs ils ont envie de dévaler les pentes, mais ils n'ont pas envie de les remonter en chasse-neige, hein, donc des remontées mécaniques, des téléphériques, etc. Et là l'enjeu majeur c'est très clairement le manque de neige depuis de nombreuses années à cause du réchauffement climatique. Après, on a le tourisme vert, qui est un tourisme jeune, qui se développe, qui a l'avantage de se développer, de pouvoir exploiter à peu près toute l'année, qui concerne des espaces qui longtemps ont été en marge du tourisme, c'est-à-dire les espaces ruraux de faible densité, hein, comme notre département par exemple. Donc plutôt des espaces plutôt de moyenne montagne, la chaîne des Puys par exemple, ou le Marais Poitevin, avec des espaces qui sont préservés. C'est justement ça que viennent chercher les touristes, hein, des espaces authentiques, préservés, de la pollution notamment,
préserver de la surpopulation, mais qui risquent d'être dénaturés et pollués à leur tour, parce que les touristes qui fréquentent les gîtes ruraux, qui utilisent les chemins de grande randonnée pour faire de grandes promenades à pied, que voulez-vous, ils polluent aussi. Et enfin, l'inclassable, c'est-à-dire toutes les autres activités touristiques associées à différents espaces, presque toute l'année, mais sur des espaces souvent ponctuels, qui peuvent être des sites urbains, mais ou aussi hors sol, comme les parcs d'attractions du style Disneyland ou le Puy du Fou. N'oubliez pas les zoos, comme par exemple le PAL, enfin, qui fait à la fois parc d'attractions et zoo. Ce qui attire les touristes, c'est les attractions, hein, par définition, les manèges, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi des lieux de culte, comme donc le sanctuaire du pèlerinage de Lourdes. Ça peut être des musées, comme le musée du Louvre à Paris. Et ce qui menace cette activité touristique, c'est son aspect mercantile, c'est-à-dire le but, c'est de faire dépenser un maximum d'argent aux touristes, hein. Je pense par exemple à Euro Disney. Et que là, par contre, on n'est plus du tout dans un espace authentique, hein, tout est en toc, hein, et je suis désolé peut-être de le révéler à certains d'entre vous, mais à Euro Disney, dans Mickey, il y a quelqu'un, hein, c'est pas le vrai Mickey, hein, qui se promène dans les rues d'Euro Disney. Donc ça fait un peu toc, alors quand on a 5-6 ans, c'est merveilleux, après, ça perd un peu de son charme quand même, souvent. Enfin bon, il y a des grands enfants aussi. On aime Euro Disney à tous les âges. Voilà, il est temps pour vous de découvrir la leçon des espaces touristiques français à travers leur typologie. Et finalement, la carte du début de séance nous laissait entrevoir 3 espaces, mais en réalité, vous aurez l'occasion de le voir en lisant la leçon. On peut distinguer en réalité pas moins de 5 grands types d'espaces touristiques en France. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à assister à la prochaine séance qui sera à la fin de la séquence dédiée aux espaces productifs français. Là, on fera la mise en perspective et la carte de synthèse des espaces touristiques français. N'oubliez pas de bien tailler vos crayons de couleur. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.